Je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je disais, on a un petit problème de flux vidéo ce matin, donc vous verrez pas nos têtes. J'espère que vous avez bien la présentation. Donc, je me présente, je suis Emmanuel Dunouvion, donc je suis salarié de la TECOR et puis détaché chez Aerospace Valley depuis le décembre 2019 au sein du département développement des PME ETI sur le domaine matériaux et procédés. Que je suis un des animateurs pour ceux qui connaissent, de l'écosystème d'excellence SMP, qui était l'ancienne DAS AMP pour ceux qui l'ont connu. Donc, l'objet de ce café techno, en fait, pour pas perdre le contact avec nos membres et puis entre vous également, et dans ce contexte si particulier, Aerospace Valley, donc on vous propose de continuer avec le principe du café techno. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion de se retrouver régulièrement entre nous dans un cadre un peu informel et en fait, on vous propose 1 heure de webinaire pour prendre connaissance et enrichir votre expertise d'innovation sur des produits ou des services dans l'une des 5 thématiques de notre écosystème d'Aerospace Valley. Donc, les 5 systèmes, il y a tout ce qui est système embarqué, économie des données, intelligence artificielle, propulsion, énergie, l'usine du futur et structure, matériaux et procédés. Le 2SMP d'aujourd'hui dans lequel j'anime ce café techno. Donc ce café techno, il va être enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley sous 48 heures à peu près. Peut-être lundi là. Le support de présentation, lui, il sera disponible donc sur notre plateforme collaborative Connect dans la communauté E2SMP, donc qui est uniquement dédiée aux membres Aerospace Valley dont vous faites partie. Donc un lien vous sera envoyé après lorsque tout sera monté. Et si vous n'êtes pas inscrit à Connect, je vous inviterai via ce lien à vous inscrire et à participer à cette communauté. Donc je remercie à ce titre Jennifer, qui est du service communication événementielle, qui est avec moi aujourd'hui et qui a permis l'organisation de ce café techno. Et aujourd'hui, ce café techno, il va être animé par Jérôme Benabès, donc président de CMP Composite, une société qui a été créée en 2016 et qui est basée à Le Pied-en-Médoc, en région bordelaise. Donc aujourd'hui, ce café techno, il est dédié à l'enroulement filamentaire, donc un procédé de mise en œuvre par moulage de matériaux composites sous forme de pièces de révolution creuses, comme des cylindres, des cônes. Et ce procédé est adapté aux productions massives et utilisé principalement pour fabriquer des pièces soumises à de fortes pressions internes, des réservoirs, des tuyaux. Donc avec déjà 2 brevets déposés en collaboration avec le CNES sur les réservoirs cryogéniques. En fait, c'est dans ce contexte que Jérôme va donc nous décrire cette technologie, sa mise en œuvre, et nous présenter des exemples concrets de l'utilisation industrielle de cette techno. Donc j'espère que ça vous suscitera de l'intérêt et des questions. Donc justement, comment ça va se passer? Il va y avoir une bonne vingtaine de minutes de présentation. Vos micros sont fermés. Vous pouvez poser vos questions par le biais du petit point d'interrogation qu'il y a dans la colonne de droite là du logiciel GoToWebinar. Donc vous écrivez vos questions et à la fin de la présentation, je les lirai et Jérôme prendra le temps d'y répondre. Donc comme je l'ai dit, cette présentation elle est enregistrée sur YouTube et puis vous retrouverez les planches sur notre plateforme collaborative de Connect. Et à la fin, donc quand le webinaire sera terminé dans 1 heure, vous aurez une petite enquête de satisfaction qui automatiquement s'affichera. Il y a 3 petites questions, voilà, 3 petites réponses et ça dure 3 secondes. Voilà, j'ai assez parlé et je laisse la parole à Jérôme. Bonne conférence à vous. Merci Emmanuel pour l'introduction, merci à Jennifer pour le support communication. Bonjour à toutes et à toutes. Donc comme l'a dit Emmanuel, je vais vous faire une présentation des technologies d'enroulement filamentaire pour le stockage de gaz sous pression et une spécialisation sur le domaine de la cryogénie. Je vais commencer par quelques planches pour vous présenter rapidement CMP Composite, la genèse et les activités actuelles. On peut passer à la planche suivante. Donc, comme l'a précisé Emmanuel, CMP Composite, c'est une société d'ingénierie, réalisation spécialisée dans les matériaux composites. Donc, on a été créé en 2016 par Antoine Lavaux et moi-même. Donc, on est des anciens salariés du domaine aéronautique et défense.
Et on a été rejoint par Sébastien et Jean-Marie, donc Sébastien en 2018 et Jean-Marie en 2020, donc des personnes qui ont travaillé longtemps dans l'industrie, à la fois de la métallurgie et également du domaine du composite. Donc rapidement, nos expériences, comme je vous l'ai dit, on a travaillé dans le domaine plutôt de la recherche et développement dans l'industrie aéronautique et défense, avec une grosse activité bureau d'études et également des activités de mise en œuvre de pièces en matériaux composites, donc sous différents process que je vous décrirai un peu plus loin. Donc formation, rapidement, formation doctorale, on a des docteurs, des ingénieurs, techniciens supérieurs aujourd'hui, donc on était 2 en 2016. Aujourd'hui, on est 8 dans l'effectif, avec notamment un thésard qui travaille sur les problématiques de stockage de fluides cryogéniques, avec un chiffre d'affaires pour information qui atteint aujourd'hui 500 000 € et qui normalement devrait doubler l'année prochaine si l'activité perdure comme aujourd'hui. On peut passer à la planche suivante. Donc voilà, ce que je vous ai dit, l'activité de CMP aujourd'hui, c'est du bureau d'études. Donc on part du cahier des charges, phase de conception, donc modélisation 3D. Ensuite, on fait également de la simulation thermomécanique, de l'industrialisation, des dossiers de validation industrielle, du suivi de projet. Ça, donc vraiment sous l'activité conception de CMP. Ensuite, sur l'aspect prototypage et production de pièces, donc on a segmenté ça en 2 activités principales. La première, l'enroulement filamentaire, qui fait notre spécificité aujourd'hui. Donc je décrirai ça plus en détail tout à l'heure. Et une activité moulage, donc qui comprend les process d'infusion, donc voie humide, comme le RTM ou le RTM assisté par le vide, le VA-RTM, du drapage de pré-imprégné. Donc ça couvre la fabrication de pièces, mais également d'outillage, donc de moules en matériaux composites, moules haute température, moules chauffants, avec introduction de solutions pour chauffer des moules composites. Rapidement, les secteurs d'activité, donc comme je vous l'ai dit, aéronautique, spatiale, défense, l'industrie au sens large, beaucoup de partenariats avec des laboratoires de recherche, donc laboratoires français principalement. Et on a segmenté une activité qu'aujourd'hui on distingue à part dans notre stratégie, qui est vraiment spécialisation dans l'activité réservoir de stockage. On peut passer à la planche suivante. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu un synoptique de nos activités. Comme je décrivais, on part vraiment de l'analyse de spécifications clients. Donc CMP, encore une fois, la plupart de nos clients et les gens qui nous contactent aujourd'hui, c'est pour partir d'une feuille blanche ou transformation d'un produit métallique pour passer sur du composite. Donc on analyse la spécification, on fait une phase souvent de faisabilité où on détermine les choix matériaux, les objectifs de masse à tenir, les contraintes mécaniques, thermiques. Ensuite, on passe par une phase de conception, donc modélisation 3D, proposition de concept. La phase suivante, la partie modélisation. Donc aujourd'hui, on a une forte expérience en modélisation thermomécanique, donc sur des phénomènes linéaires ou non linéaires. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, une partie prototypage. Donc le prototypage, ça va vraiment pour que le client ait dans ses mains un premier prototype, une preuve de concept. Ensuite, aujourd'hui, notre volonté, c'est pas de travailler sur la partie série, on va dire grande série. Donc, on s'attache à faire des prototypes et des pièces jusqu'à 10 pièces, 20 pièces de la petite série. Donc, rapidement, les logiciels, c'est assez connu. On travaille aujourd'hui sous SolidWorks au niveau modélisation et la suite d'Alter HyperWorks, HyperMesh sur la partie simulation. Avec une spécificité, aujourd'hui, on a une forte expérience avec le logiciel Codaster. Pour ceux qui sont familiers, c'est un logiciel open source développé par EDF qui permet d'implémenter les codes de calcul et des modèles propres spécifiques à un domaine ou une application. On peut passer à la planche suivante. Donc voilà, ça c'est juste pour vous présenter quelques pièces qu'on a pu réaliser depuis le début de l'activité CMP Composite. Donc ça va de petites pales d'éoliennes pour du laboratoire jusqu'à des grandes pales d'hydrogène, comme on peut le voir sur la droite de la planche, qui sont fabriquées pour un domaine, pour un modèle un peu innovant d'hydrogène orientable pour le domaine de l'énergie renouvelable. On voit des outillages haute température, notamment pour le domaine de l'aéronautique, et du moule plus industriel. Les moyens aujourd'hui, donc on dispose d'une machine d'enroulement filamentaire, de pompes à vide, d'étuves,
2 préchauffantes et voilà, d'une petite CNC et après des moyens connexes comme des caméras thermiques pour suivre nos process. On peut passer à la planche suivante. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet, l'objet de la présentation. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas du tout l'enroulement filamentaire, c'est un procédé, comme le disait Emmanuel en introduction, qui permet de faire essentiellement des pièces de révolution, donc axisymétriques, la plupart du temps. Donc, le gros intérêt de cette technologie, c'est qu'on est capable de déposer de la matière de façon répétable, suivant des angles définis, qui permettent de reprendre au mieux les efforts qui sont soumis à la pièce. Donc, par l'utilisation des matériaux composites que je vous présenterai juste après, on obtient donc des caractéristiques mécaniques élevées, ce qui permet donc d'optimiser la masse de l'objet, chose importante notamment dans le domaine du transport, du stockage de fluides sous pression. On cherche aujourd'hui de plus en plus des gains de masse. Donc, ça peut être le domaine du transport, mais également le domaine spatial ou le domaine aéronautique. Donc là, je vous ai illustré quelques types de machines d'enroulement filamentaire. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la techno, on retrouve principalement les 2 machines que vous voyez à droite à gauche et au centre. Donc des machines aportiques et des machines à bâti relativement spécifiques. Donc pour vous décrire rapidement, je ne sais pas si j'ai la main sur la souris. Voilà, le principe de l'enroulement filamentaire, c'est qu'on a une bobine de fil. Donc le renfort peut être assez vaste en termes de catégorie de matière. Ça peut être du renfort de carbone, de verre, d'aramide, des matériaux biosourcés comme de la fibre de lin ou de bambou, donc qui sont mis sur un cantre. Ensuite, on a un chemin de fil et une tête. Alors, le fil peut être soit pré-imprégné, donc la résine est déjà déposée sur le fil. Résine qui peut être, ça je le présenterai un peu plus loin, soit des familles des thermodurcissables, mais également des thermoplastiques. Ensuite, donc si on est sur le cas d'une fibre sèche, donc non pré-imprégnée, on a un bac d'imprégnation qui permet de venir mouiller la fibre. Et ensuite, une tête de dépose, donc qu'on voit sur les planches, sur les 2 machines là, qui nous permet de venir enrouler donc la fibre autour d'un membrane. Je rentrerai de la même façon un peu plus dans le détail tout à l'heure. On a différentes technologies de membrane qui existent aujourd'hui. Voilà, je rentre un peu plus dans le détail en suivant. Ça, c'est les 2 types de machines principales qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie. Et une 3e famille de machines qui sont les robots aujourd'hui. Donc, on voit une illustration là. Aujourd'hui, il y a un acteur sur le marché français qui s'appelle MSTech qui propose ces solutions qui permet à la fois donc de faire des pièces de révolution, des réservoirs, des tubes, mais aussi des pièces qui sont comme des tuyauteries ou des cônes, qui ont un peu plus de flexibilité, permettant de monter jusqu'à 6 axes. Aujourd'hui, les principales familles de machines qu'on retrouve sont majoritairement en 4 axes. Donc les 4 axes sont définis de la manière suivante. On a l'axe de rotation du membrane. On a l'axe de translation donc de la tête dans le sens longitudinal et dans le sens radial. Et le 4e axe permet d'optimiser la dépose des fibres, notamment dans les fonds sur le réservoir. C'est la tête, en fait, l'œillet en boucle qui vient tourner. Donc on peut passer à la planche suivante. Là, je vous montre quelques exemples de réalisations qu'on a pu faire chez CMP Composite qui ne sont pas soumis à confidentialité, pardon. Donc, ça va aujourd'hui du drone sous-marin, faible profondeur jusqu'à des grandes profondeurs. Donc, l'ordre de grandeur, c'est entre 300 mètres et 4000 mètres. Donc, avec ces technologies-là, sur des fortes profondeurs, on a développé des technologies qui nous permettent aujourd'hui de faire des structures sandwich. C'est le petit tube que vous voyez à peu près au centre de la présentation, qui nous permet donc de faire des tubes qui résistent à une forte pression extérieure. Donc par rapport à ce que disait Emmanuel aujourd'hui, nous les réalisations qu'on fait, on est soit sur des contraintes donc de pression interne, classiquement les réservoirs de stockage gazeux ou cryogéniques, mais également des pièces qui sont soumises à des sollicitations extérieures, donc comme les drones de sous-marins ou la pièce centrale que vous voyez qui est une pièce de turbine dans le domaine de l'énergie. Là, vous avez une illustration d'une partie de notre réservoir qu'on a développé, donc pareil, fabriqué en enroulement filamentaire. Là, c'est l'illustration de la machine prototype qu'on a eu, qu'on a eu au tout démarrage de CMP, quand on a créé l'activité. Donc, on aperçoit une bobine d'aramide,
la pièce qui est en train d'être bobinée là, donc en 4 axes, avec l'œillet de dépose et le pack de résine qu'on arrive à deviner au milieu. Donc aujourd'hui, CMP Composite, en termes de process, on transforme majoritairement, quasiment exclusivement même des résines thermodurcissables. Une toute petite activité thermoplastique, mais aujourd'hui nos moyens restent très prototypes, donc c'est une voie de développement chez nous, mais aujourd'hui on a peu d'applications dans ce domaine. Et en termes de résine thermodurcissable, voilà, on est capable aujourd'hui d'enrouler des fibres imprégnées donc de résine cyanotester, phénolique, majoritairement de l'époxy et aussi voilà, je parle un petit peu de la résine hélium. Aujourd'hui, on travaille avec Arkema dans des travaux de recherche avec la résine hélium qui présente voilà, des intérêts notamment en termes de renouvelabilité de la résine. Pareil au niveau des fibres, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on a des projets où on enroule des fibres de carbone, d'aramide, de verre et des fibres naturelles, comme le lin, le bambou ou le basalte. On peut passer à la planche suivante. Donc là, je rentre maintenant spécifiquement sur la partie réservoir de stockage. Donc aujourd'hui, il y a un fort intérêt, notamment avec les problématiques environnementales, d'introduire donc des solutions d'énergie entre guillemets verte, donc qui passent par de stockage de gaz, par exemple comme l'hydrogène. Aujourd'hui, dans le domaine automobile, il y a un fort attrait, il y a beaucoup de programmes de développement avec énormément d'entreprises qui travaillent autour de ce domaine-là, pardon. On a donc des réservoirs sous pression qui pressurisent de l'hydrogène gazeux à des fortes pressions de l'ordre de 700 bars pour venir alimenter des piles à combustible. Donc c'est l'image que vous voyez sur la droite. Il y a des travaux également dans le domaine de l'aéronautique pour essayer de stocker là de l'hydrogène mais sous forme liquide, donc aux températures cryogéniques de l'hydrogène vers moins 250 degrés. Donc ça c'est les avions du futur. Il y a des programmes de développement dans le domaine. Donc les technologies aujourd'hui de stockage des fluides donc gazeux ou liquides sont majoritairement des réservoirs métalliques, des réservoirs hybrides que je vous présenterai en suivant, donc composés à la fois d'une partie métallique et d'une partie composite. Et enfin une nouvelle génération de réservoirs qui a émergé il y a à peu près une dizaine d'années, où on est là sur des technologies full composite, où on se retrouve avec un seul et unique matériau. Donc, domaine d'emploi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine des transports. Aujourd'hui, l'automobile pousse beaucoup ces technologies. L'aéronautique s'y intéresse aussi fortement. Le domaine spatial, aujourd'hui, il y a encore des limites d'un point de vue de technologie, notamment en Europe, pour avoir des solutions de réservoirs de stockage de fluide cryogénique en composite. Et après, l'industrie médicale et l'industrie au sens large. Là, je vous ai juste illustré voilà, deux exemples de réservoirs. On voit un réservoir métallique en acier et à côté une vue en coupe d'un réservoir composite de génération 4, type 4, qui est composé donc d'une enveloppe en thermoplastique. On voit les deux embasses d'extrémité et la structure résistante qui est fabriquée en carbone. Donc, on va pouvoir passer à la planche suivante. Bon, pour ceux qui connaissent pas du tout, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde, mais aujourd'hui, voilà, je vous ai juste fait un petit rappel des caractéristiques principales, l'intérêt des matériaux composites haute performance, donc notamment fibres de carbone. C'est aujourd'hui l'essentiel des développements des réservoirs se fait avec des fibres de carbone. Parfois, pour des problématiques de tenue à l'impact, on introduit de la fibre d'aramine, mais aujourd'hui, structurellement, c'est majoritairement de la fibre de carbone. Donc sur le petit graphique qui est là, on voit en abscisse la résistance à rupture des matériaux et le module d'électricité en ordonnée. Donc je vous ai positionné sur ce graphique les caractéristiques aujourd'hui des matériaux métalliques, acier et aluminium. Donc on voit que le fort intérêt de la fibre de carbone, donc encore une fois sèche, avec ses niveaux de résistance et de module, c'est qu'on a des résistances mécaniques qui sont nettement plus élevées que l'acier et surtout des modules qui peuvent atteindre des valeurs entre 750 et 1000 gigapascales sur la fibre, avec des fibres de carbone qu'on appelle haut module. Donc ce qui permet aujourd'hui de vraiment minimiser la masse, en ayant des faibles épaisseurs de composite pour pouvoir tenir les pressions internes des réservoirs. Là, c'est le graphique qui est à côté, qui est issu d'un article de bibliographie technique ingénieur, où on s'aperçoit de l'impact de la masse sur la masse des réservoirs, de l'emploi donc de fibres de composite. Donc on a
c'est un rapport masse sur volume avec un gain potentiel pouvant aller jusqu'à 75% si on part sur des réservoirs de type 4. Donc, je vous présenterai juste après les 5 grandes familles qui existent aujourd'hui. Donc, le réservoir plastique carbone qui correspond à l'illustration que je vous ai montrée juste avant. Donc, la fibre de carbone qui est déposée sur ce qu'on appelle le liner, c'est l'enveloppe intérieure du réservoir qui est en thermoplastique. Donc, on peut passer à la planche suivante. Là, je rentre plus spécifiquement sur la partie réservoir cryogénique. Donc ça, c'est l'objet des travaux de développement de CMP depuis aujourd'hui bientôt 3 ans. Donc les grandes familles de marché qui s'intéressent aujourd'hui aux réservoirs cryogéniques, ça va du spatial, de l'aéronautique, du médical, du transport et l'automobile, avec des applications, donc on peut le voir, des lanceurs. Aujourd'hui, il y a un fort intérêt de l'industrie du domaine spatial pour essayer d'intégrer des réservoirs de stockage cryogénique. Donc principalement aujourd'hui dans le domaine des lanceurs, on travaille sur des couples méthane-oxygène liquide comme solution de propulsion. Donc là, je vous ai un peu listé les températures de stockage des différents gaz. Donc l'échelle va du dioxyde de carbone où on est stocké à des températures moins 57 degrés qui restent des températures relativement classiques, jusqu'à des températures par contre un peu extrêmes comme l'hydrogène liquide à moins 253 degrés, où là on rencontre des problématiques techniques assez conséquentes au niveau des réservoirs de stockage composite. Donc comme j'ai dit précédemment, les avions. Donc aujourd'hui il y a un fort intérêt pour essayer d'alimenter des piles à combustible dans le domaine aéronautique avec des réservoirs de stockage cryogéniques, notamment alimentés donc en hydrogène liquide. Pour des questions de mobilité, de masse de transport, il y a également un fort intérêt du domaine médical pour essayer de développer des bouteilles de stockage donc en matériaux composites. Et après, le domaine des transports au sens large, aujourd'hui, il y a des travaux de développement. Ça reste encore, aujourd'hui, c'est quand même majoritairement le stockage d'hydrogène gazeux qui intéresse ce domaine d'activité de transport, mais il y a quand même des travaux de développement pour essayer d'intégrer des stockages d'hydrogène liquide dans les voitures. Bon, après, il y a des problématiques aussi d'isolation thermique, d'autres contraintes techniques qui ne sont pas que liées au développement du réservoir en lui-même. Donc, pour vous donner une échelle des capacités des technologies donc d'enroulement filamentaire, donc ça va des machines que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, ça va de la toute petite bouteille, on va dire avec des capacités de stockage d'environ 2 litres, jusqu'à des gros réservoirs de stockage, notamment développés aux États-Unis pour du stockage de gaz, jusqu'à des capacités d'à peu près 22 000 litres. Encore une fois, ça c'est sur l'application réservoir cryogénique. On a d'autres applications après dans du gros stockage, notamment des gens comme Air Liquide qui stockent sur des grosses capacités, où là aujourd'hui c'est principalement quand même encore des solutions métalliques quand il n'y a pas de problématique de mobilité qui sont employées. Donc on peut passer à la planche suivante. Donc là, je vais vous présenter un peu plus en détail sur les 2 planches qui suivent la solution développée par CMP Composite. Donc sur la partie cryogénique, donc la genèse de ce projet côté CMP, c'est qu'on a été accompagné, on est accompagné toujours par le CNES sur des travaux de développement pour identifier une solution donc de réservoir de stockage de fluide cryogénique. Les deux fluides qui nous intéressent aujourd'hui sont le LOX, donc l'oxygène liquide, et le méthane liquide. Donc aujourd'hui, dans la recherche bibliographique de ce qu'on a pu trouver et ce que le CNES a travaillé depuis quand même assez longtemps, il n'y a pas de solution aujourd'hui européenne viable pour stocker des fluides cryogéniques. Il y a des solutions aujourd'hui aux États-Unis qui existent. Il y a 3-4 sociétés, 3 acteurs qui travaillent notamment pour les gros acteurs comme la NASA ou SpaceX, pour pas les citer. Il y a des solutions. Aujourd'hui, pour des problématiques de souveraineté nationale, notamment, c'est compliqué d'approvisionner ces réservoirs et de regarder un peu comment ils ont été faits. Donc, l'objet de nos travaux, c'était d'essayer de développer une solution pour être en capacité de stocker ces deux types de fluides. Donc, on voit les solutions existantes. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a aujourd'hui 5 grandes familles de réservoirs. Donc, du type 1 qui est entièrement métallique. Ça, c'est le petit graphique que vous avez en bas à gauche. Le type 2, qui est un réservoir métallique avec un surbobinage, donc un frettage de fibres de carbone ou de verre sur la partie virole, donc la partie cylindrique d'un réservoir.
Le type 3, donc là on a toujours quand même une partie structurale qui est assurée par la partie métallique. Le type 3, où là c'est vraiment la partie composite qui assure la tenue structurale du réservoir, mais on a une enveloppe à l'intérieur, donc ce que j'appelle le liner, qui permet d'assurer notamment l'étanchéité du réservoir, donc qui est réalisé avec un matériau métallique, principalement de l'aluminium. Le type 4, donc qui est déjà un step supérieur, où là on se retrouve avec un liner majoritairement en matériaux thermoplastique, donc ce qu'on appelle le type 4. Donc on a un couple thermodur-thermoplastique sur cette solution. Donc l'inconvénient des solutions actuelles, notamment le type 3 et le type 4 avec des embases métalliques, c'est qu'on est toujours sensible à la corrosion. On a un gain de masse, comme je vous ai présenté, important par rapport aux solutions métalliques, mais on peut atteindre un gain de masse encore supérieur avec des solutions de type 5. Le gros problème aussi de travailler à des températures très basses pour stocker de l'oxygène liquide ou de l'hydrogène liquide, c'est qu'on a des gros problématiques de coefficients de dilatation différentielle entre les matériaux. Donc l'idée qu'on s'est figé CMP, c'est d'essayer d'avoir un seul et unique matériau pour fabriquer l'ensemble du réservoir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui le type 5. CMP, on est en train de développer ce qu'on appelle le type 6. Là, on a vraiment une solution entièrement full carbone, jusqu'aux embases qui sont intégrées également en carbone. Donc l'avantage de cette solution, comme je l'ai dit, c'est un gain de masse. On arrive à challenger les solutions déjà actuelles sur des stockages d'hydrogène gazeux qui existent dans le commerce, et on est même légèrement meilleur. Donc une solution 100% composite, comme j'ai dit, pas de problématique de corrosion, et surtout aujourd'hui on arrive à s'affranchir des problématiques de dilatation différentielle liées à l'introduction de matériaux métalliques par exemple. L'intérêt pour le CNES et des acteurs du domaine spatial ou l'aéronautique, c'est qu'il y a une solution donc avec de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, c'est un produit développé en France. Et alors ça, je vais vous présenter juste après, je crois, l'intégration de fonctions, la techno en fait qu'on a développée, donc que CMP a développé en partenariat avec le CNES, a fait l'objet de 2 brevets, notamment un sur l'architecture en elle-même du réservoir. À une étape du process, on arrive à avoir accès à l'intérieur du réservoir, qui nous permet d'intégrer des fonctions. Aujourd'hui, c'est un gros intérêt parce que c'est un peu la limite des réservoirs, c'est qu'une fois qu'ils sont bobinés, fermés, c'est relativement complexe d'intégrer des fonctions à l'intérieur du réservoir. Donc ça peut être du capteur, ça peut être des systèmes anti-vortex, ça peut être des systèmes de diffusion de gaz à l'intérieur. Aujourd'hui, la technologie de CMP qu'on a développée nous permet d'avoir à une étape du process un accès à l'intérieur du réservoir pour venir intégrer ces fonctions. Un autre brevet qui a été développé donc par CMP Composite et qui est déposé aujourd'hui, c'est sur la techno d'un revêtement, on va dire, intelligent, qui nous permet de se passer ou de répondre une des grosses problématiques, c'est la compatibilité donc aujourd'hui de l'oxygène liquide avec les matériaux composites, notamment thermodurcissables. Aujourd'hui, il y a majoritairement, à part avec quelques cas de résine, il y a quand même des problématiques de compatibilité qui peuvent faire que s'il y a un contact entre l'oxygène liquide et la matrice du réservoir, un risque d'explosion du réservoir. Donc pour pallier à ce problématique, on a introduit un revêtement intelligent à l'intérieur du réservoir qui intervient pareil une étape du process spécifique qui nous permet de stocker avec une solution composite de l'oxygène liquide. Et bon, on a 2 brevets, donc c'est pareil sur les travaux de développement qui sont lancés depuis cette année et sur l'année 2021, 2 brevets encore une fois sur l'architecture du réservoir. On peut passer à la planche suivante s'il y en a une. Oui. Bon, ça c'est pour vous montrer, c'est un peu un synoptique, une planche de synthèse des travaux. Donc sur ces travaux de réservoir cryogénique, donc on a appliqué la méthodologie, notre savoir-faire, donc sur des travaux d'analyse de spécification au départ avec le CNES, en intégrant toutes les contraintes du lanceur. Donc ce lanceur était dédié sur des travaux d'étudiants. C'est le lanceur qui s'appelle Astreos, qui est dans le cadre du programme de Perseus, qui réunit beaucoup d'acteurs, beaucoup de laboratoires en France et piloté par le CNES. Donc une recherche de solutions, des travaux de caractérisation qui ont été menés dans le domaine cryogénique. Aujourd'hui, on a des nouveaux travaux qui sont en cours
avec le laboratoire de Bordeaux pour essayer de caractériser la perméabilité des matériaux composites donc à ces températures cryo et notamment d'optimiser encore notre revêtement intelligent à l'intérieur du réservoir. Donc une grosse activité de conception, simulation thermomécanique. Vous voyez quelques images de simulation. Aujourd'hui, on fait de la simulation donc 3D sur ces réservoirs et également axisymétrique, mais aujourd'hui on est passé sur des modèles 3D avec une modélisation fine de l'ensemble des couches d'enrobement filamentaire. Toute une partie conception d'outillage, une partie donc forcément process et bobinage, jusqu'à des essais donc de tests du réservoir en ambiance cryogénique, des travaux qui ont été menés et des prochains travaux qui auront lieu en 2021 où on vient tester le réservoir à basse température. Donc la suite des travaux aujourd'hui qu'on mène avec le CNES, c'est sur l'intégration de ce qu'on appelle les jupes, donc ce qui permet donc notamment sur un lanceur d'assurer les liaisons interétages du lanceur et de lier le réservoir avec le reste de la structure de la fusée. Donc ça, c'est des travaux aujourd'hui chez nous qui sont à la fois d'un point de vue simulation thermomécanique pour essayer de trouver une solution intelligente pour intégrer ces jupes lors du process, et une partie donc process avec des essais de faisabilité, des choix matériaux. Voilà vous voyez les petites images des embases d'aluminium qui étaient sur notre version V1 du réservoir. Aujourd'hui, on intègre des nouvelles embases en matériaux composites sur nos réservoirs. Donc voilà, j'espère que j'ai tenu le temps imparti. Voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute. Et puis, j'attends vos questions avec impatience. Merci. Merci Jérôme pour cette présentation bien claire et bien intéressante. Alors effectivement, il y a une question. Donc une personne n'a pas bien compris la différence entre les types 5 et 6. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être remettre la planche. Et si vous avez une roadmap pour la mise sur le marché de votre type 6. Alors la différence entre le type, aujourd'hui on l'appelle, c'est une appellation CMP composite. Le type 6 clairement, c'est qu'on a, alors ça c'est l'objet des brevets, on peut pas forcément tout divulguer comme ça, mais la personne qui n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. Aujourd'hui on se différencie de l'architecture type 5, comme je l'ai dit, avec une étape du process qui nous permet d'intégrer des fonctions. Et cette solution full composite, aujourd'hui du type 5, majoritairement on emploie encore des embases métalliques. Aujourd'hui on est sur une solution vraiment full composite et surtout monomatériaux. Donc on a un seul et unique matériau, et je vous dis c'est surtout l'architecture qui nous permet, alors, encore une fois c'est une appellation CMP composite. On pourrait l'appeler type 5, aujourd'hui c'est qu'on n'est pas exactement dans le spectre du type 5. Alors après, sur notre roadmap de mise sur le marché, comme j'ai dit au départ, CMP Composite, aujourd'hui, on a 4 ans d'existence. Notre volonté est restée quand même sur des activités de développement, donc prototypage, développement de solutions, avec un volet industrialisation. On est en capacité, c'est ce qu'on fait pour nos clients, notamment dans le domaine aéronautique, de définir une industrialisation, faire des travaux de validation industrielle, de capacité industrielle, de VI, calcul de capacité, définir un atelier. Par contre, à ce stade, aujourd'hui, on n'a pas de volonté de production de grandes séries de réservoirs. Donc l'idée, ce serait pour nous, entre guillemets, ce serait de vendre sous licence ces technologies pour des industriels qui sont intéressés par nos technos et de les accompagner dans la production de grandes séries. On a déjà quelques pistes avec des acteurs qui s'intéressent à notre solution. J'espère que ça répond à la question. Ok. Alors, j'ai pas d'autres questions. J'en ai peut-être une sur le type 5, donc le full composite, en fonction je suppose, de la pression et du gaz à l'intérieur. On est sur quel type d'épaisseur des réservoirs? Alors, là, il y a un peu de secret, mais bon, pour faire un ordre de grandeur, on va dire de 1 ou 2 mm à 5 ou 6 mm en fonction des pressions de service appliquées. Aujourd'hui, dans le domaine de la cryogénie, ce qu'on a développé avec le CNES, on est sur des basses pressions. On est entre 40 et 80 bars de pression. Aujourd'hui, notre techno, ce qu'on a développé, est également applicable à des fortes pressions.
comme j'ai dit au départ, sur du domaine automobile, du 700 bar, on a des contacts pour développer des réservoirs haute pression. Aujourd'hui, les sollicitations du domaine spatial pour stocker du fluide cryogénique, c'est aussi l'intérêt du stockage cryogénique, c'est qu'on, pour une même performance, on stocke à basse pression, pardon. Ok. Une personne n'a pas bien compris sur quel type de membrane noyaux sont bobinés les réservoirs et comment ils sont retirés. Chauffage ou dissolution. Voilà. Donc aujourd'hui, les réservoirs, donc ça c'est la planche sur laquelle vous êtes, là où il y a les différents types, le type 1, 2, 3, 4. On remet alors, pardon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc le type donc type 1, type 2, on reste sur un réservoir métallique. Le type 2 présente juste il y a une épaisseur moindre parce qu'on vient fretter le réservoir pour tenir à la pression externe avec du composite. Le type 3, lui, et le bobinage se fait sur une enveloppe qui reste dans le réservoir, comme le type 4. Voilà, donc le membrane, le support d'enroulement filamentaire reste à l'intérieur du réservoir. Donc soit en aluminium pour du type 3, soit en thermoplastique sur le type 4. Les gens qui développent aujourd'hui du type 5 sont majoritairement avec soit de la vessie gonflable, soit du membrane soluble. Donc il y a différentes technologies de membrane soluble, voilà, des différentes solutions qui existent sur le marché. CMP Composite, c'est ce que je vous disais, c'est l'objet du brevet. On a une architecture particulière qui nous permet de nous passer de membrane. On n'a ni un membrane soluble, ni une vessie gonflable à l'intérieur. On a une troisième solution qui est basée encore une fois sur l'objet du brevet qu'on a déposé avec le CNES. D'accord, donc tu peux pas en dire plus. Voilà. Après par contre sur les autres types de membranes, par contre sur du tube, où on a une solution pour sortir le membrane. Aujourd'hui, on travaille avec majoritairement des membranes métalliques, donc acier ou aluminium. Après, il y a d'autres technos, il y a du membrane plastique, il y a une variété de matériaux assez large sur les membranes pour faire des tubes ou des pièces ouvertes où on a une capacité d'extraire le membrane ensuite. Ok. Autre question, quelle est la contrainte principale qui vient limiter les calculs en 2D axisymétrique? Alors, je vais pas vous dire de bêtises, c'est pas moi qui fais les calculs, c'est plutôt Antoine qui pourra vous répondre. Aujourd'hui, nos simulations 3D qu'on mène sur les réservoirs, c'est vraiment pour regarder finement, notamment les contraintes interlinéaires, tout ce qui se passe à l'intérieur des couches. Aujourd'hui, dans le domaine cryogénique, il y a une contrainte importante, c'est réussir à gérer le niveau de déformation de la résine, qui est nettement plus, qui a un niveau de déformation nettement moindre que la fibre de carbone. Donc aujourd'hui, on est obligé d'intégrer nous des résines qu'on appelle souples, qui ont un fort allongement à rupture. Et même avec ces problématiques-là, on est obligé de dimensionner le réservoir pour avoir une déformation la plus faible possible de la résine, pour pas qu'on ait un phénomène de fissuration de la matrice à basse température. Sans parler de la sollicitation de mécanique de pressurisation, rien qu'avec la sollicitation cryogénique, donc la sollicitation thermique, il y a des risques de fissuration de la matrice. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse, sur nos calculs 3D en tout cas, à l'interface fibre-matrice. Et c'est l'objet, comme j'ai décrit, des travaux qu'on mène aujourd'hui avec l'Université de Bordeaux 1 pour essayer de caractériser expérimentalement la liaison fibre-matrice sous pression en environnement cryo avec un moyen spécifique d'essai qui nous permet de pressuriser des tubes à basse pression, donc dans les pressions qui nous intéressent dans le domaine spatial, le domaine de stockage cryo, pour regarder l'interface fibre-matrice. Et après, l'intérêt aussi du 3D, c'est quand on a qu'on a un réservoir qui n'est pas complètement axisymétrique au niveau géométrique et au niveau chargement. Donc là, on passe sur du calcul 3D. Mais s'il y a des questions spécifiques là-dessus, pareil, là, c'est mon associé Antoine Labo qui est plutôt en charge de cette partie numérique chez nous. Donc, n'hésite pas à revenir vers nous pour avoir plus de détails. Très bien, oui. Quelle largeur de pré-preg êtes-vous capable d'enrouler? Alors aujourd'hui, avec notre machine actuelle, on est sur de la bande relativement fine. On est sur de mémoire du 8 mm. Là, on a une machine qui rentre début décembre, mi-décembre, chez CMP Composite, où on va monter jusqu'à des bandes de largeur de 60 mm. Ok. Pareil,
pour un besoin spécifique client. Ouais. Pouvez-vous décrire un peu plus en détail les fonctions que vous intégrez? Alors les fonctions qu'on intègre aujourd'hui, c'est pareil, c'est le CNES qui est moteur de cette partie-là, parce qu'aujourd'hui CMP on n'a pas d'autres demandes, on n'a pas de besoin à l'interne. C'est notamment une des problématiques importantes, c'est des anti-vortex pour limiter le phénomène de vortex dans les réservoirs. Donc aujourd'hui, c'est des pièces qui sont relativement volumineuses, qui s'inscrivent dans la partie dôme du réservoir. Donc on a des pièces qui sont là, je dis pas de bêtises, qui devaient être en matériau métallique, mais qu'il faut venir intégrer à l'intérieur du réservoir. Donc typiquement, ce type de pièces aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique pour les intégrer par l'orifice des embases ou des solutions déployables, mais qui sont risquées, qui sont complexes à mettre à l'intérieur. Donc aujourd'hui, voilà, on les passe par l'intérieur du réservoir. On les passe par à une table du process qui nous permet d'avoir accès à l'intérieur du réservoir. Okay. Après, je vous dis, ça peut être des systèmes de diffusion. Alors, je pense à l'anti-vortex, parce que c'est le projet sur lequel on travaille exactement ces temps-ci. Il y a aussi des systèmes de diffusion, de fluide cryo, ce qu'on appelle des diffuseurs à l'intérieur. Dans cette partie dôme là qui est montrée sous la flèche. Pouvez-vous en dire plus sur les configurations de réservoirs hydrogène qui sont visées dans les programmes R&D pour l'avion hydrogène? Alors ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent mieux répondre que moi. Nous, on sait notamment par rapport à la feuille de route Clean Sky qu'il y a des développements il y a une forte motivation du domaine aéronautique pour intégrer des réservoirs cryogéniques pour faire fonctionner des piles à combustible. Aujourd'hui, en savoir plus sur le marché, c'est ce qu'on y travaille avec mon collègue Jean-Marie là sur la partie business développement. Mais aujourd'hui, il y a des activités. On n'a pas encore de contact directement avec les acteurs, notamment Airbus, pour les citer, sur ce domaine-là. Mais on sait qu'il y a des travaux en cours. Il y a des gens qui s'intéressent au stockage cryo dans les avions. Oui, il faut aller voir un peu les appels à projets européens, effectivement. C'est appel à projets européens, c'est fiché dans la feuille de route. Clean Sky, c'est un des axes de développement. Pas plus tard que, je crois qu'en mois d'août ou mois de juillet, la ministre de l'industrie qui a mis ça en priorité, essayer d'intégrer plus de solutions pour rendre les avions verts à l'horizon, je crois, 2035, si je dis pas de bêtises, notamment en intégrant ce type de solutions piles à combustible alimentées par de l'hydrogène liquide. Ok. Alors, existe-t-il des micro-fuites où le gaz est quasi parfaitement stocké, suivant le type de solution utilisée? Dans tous les cas, des micro-fuites existent. Alors, un niveau de perméabilité nul n'existe pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'intérêt de notre solution qui a fait l'objet du brevet, donc le revêtement à l'intérieur du réservoir, qui nous permet justement de créer une barrière étanche à l'intérieur du réservoir. Aujourd'hui, c'est une des grosses problématiques, notamment pour stocker alors là, je parle plus de la partie gazeuse, des fluides comme l'hélium. Aujourd'hui, c'est relativement complexe de stocker de l'hélium gazeux à forte pression, avec les risques de fuite, de perméabilité du matériau composite. C'est pour ça qu'il y a aussi aujourd'hui des liners thermoplastiques qui existent, justement pour créer cette barrière étanche. Après, aujourd'hui, la grosse problématique des réservoirs type 4, c'est notamment le phénomène de collapse, où à la vidange, on a un delta de pression qui se crée à l'intérieur du réservoir et on a un décollement de ce liner sur la paroi en matériau composite thermodurcissable ou thermoplastique. C'est l'interface dans le type 4. Le gros problème aujourd'hui, c'est l'interface en base, liner réservoir et liner en base. Ok. Alors, autre question, il y en a encore 3. Avez-vous des informations à nous fournir au niveau du coût et de la durée de vie des types 5 et 6 par rapport au type 4? Là aujourd'hui, j'ai pas de retour d'expérience, j'ai pas de données à fournir comme ça. Sur le coût d'un type 5 ou type 6, ça, je peux avoir des informations à communiquer. Il faudrait que la personne se rapproche de nous à côté. Encore une fois, là, nous, on est en phase de développement, donc on a une vision d'optimisation avec un mode industriel de coût série des réservoirs type 5 ou type 6. Si la personne
veut avoir plus d'éléments, il n'y a pas de souci pour communiquer en aparté sur le sujet. Et sur la durée de vie, je vous avoue qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas le retour d'expérience, j'ai pas de données. Le type 5 aujourd'hui, c'est quand même des solutions qui sont relativement nouvelles. Je pense pas qu'il y ait de données encore chiffrées sur le retour d'expérience qu'on a sur du type 5. Le type 4, je pense qu'il y en a plus. Moi, j'ai pas les données comme ça à vous communiquer, mais voilà, le type 5 aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose d'assez novateur. Ouais. Alors encore un peu une autre question un peu sur la durée de vie. Quels sont les mécanismes de vieillissement de ces bouteilles? Combien de cycles de charge-décharge ou quelle durée de stockage sont préconisés? Alors les cycles sur le domaine automobile, il y a des specs, des données de l'industrie automobile pour spécifier le nombre de cycles. De mémoire, ça j'ai travaillé là-dessus dans une autre vie, je crois qu'on est sur du 20 000 cycles en fatigue que doit tenir le réservoir, donc pour répondre aux contraintes, aux spécifications par exemple d'homologation du domaine automobile. Dans le domaine spatial, je vous cache pas que là on est plutôt sur même si la volonté finale c'est de créer des réservoirs réutilisables, c'est aussi l'intérêt de ce type de technologie de propulsion liquide. Notamment, c'est ce que met aujourd'hui en œuvre les Américains comme SpaceX. Aujourd'hui, nous, on est plutôt sur des réservoirs one-shot, sachant qu'on n'a pas encore passé, nous, d'homologation ou de chargement en fatigue sur nos réservoirs. On est resté sur du statique en ambiance cryogénique. On n'a pas encore pas fait de cycle de fatigue sur ce réservoir. D'accord. Autre question, avez-vous des contraintes de dilatation thermique qui limitent la tenue mécanique pour de fortes pressions sur le type 6? Non, je vous dis, comme je disais, c'est l'intérêt de cette techno qu'on a développé avec le CNES, qui a fait l'objet des brevets, c'est qu'on est, voilà, aujourd'hui on peut être avec des fortes gradients thermiques et des fortes pressions. Bon, après c'est un aménagement vraiment de l'empilement, la partie nombre de couches, orientation des couches, mais on est capable aujourd'hui de faire du haute pression et du basse température. Ok. Il y a une dernière question. Les matrices thermoplastiques n'offriraient-elles pas une meilleure ductilité à froid que les résines thermodurcissables souples sur lesquelles vous travaillez? Si, c'est une bonne question, tout à fait. C'est pour ça que j'ai essayé de le mettre un tout petit peu en avant au début. On a une volonté de CMP, nous, de développer vers le thermoplastique. On a déposé des fiches à appel à projet dans ce sens-là. Aujourd'hui, clairement, la limite du thermoplastique pour CMP Composite, c'est une limite industrielle de moyens de transformation de ce type de matériaux. Aujourd'hui, on n'est pas encore équipé, on n'est pas assez mature, on va dire, industriellement au niveau de nos moyens pour transformer ce type de matériaux. Mais clairement, c'est une voie de développement, même si on a entendu des acteurs du domaine spatial qui reviennent au thermodurcissable. On n'a pas toutes les clés pour comprendre cette volonté de rester sur des résines époxy. Mais voilà, côté CMP, on y croit et voilà, je ne peux pas vous donner de date. Voilà, on aimerait aller vite sur ces technos-là. Aujourd'hui, clairement, c'est un manque de moyens industriels qui nous empêche de transformer ce type de matériaux. Mais clairement, pour nous, c'est une voie d'avenir. Et effectivement, on aura un comportement beaucoup plus ductile que des résines thermodures sur ce type d'application. Ok. Ben merci Jérôme. Écoute, j'ai pas d'autres questions. Merci pour cette présentation et des questions bien intéressantes. Donc on va clôturer ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas. Il y aura les coordonnées de Jérôme à la fin de la présentation, donc qui sera disponible sous la. Ah, il y a d'autres questions qui arrivent. Ah, d'autres questions. On a encore 9 minutes. Moyen industriel égale autoclave. Autoclave par exemple, et notamment aujourd'hui la machine de développement et la machine de série qui arrive chez nous là aujourd'hui n'ont pas de système on n'a pas investi dans un système de polymérisation au contact au niveau de la dépose de la fibre,
j'ai oublié le terme, pour venir appuyer la mèche lors du dépôt de la fibre imprégnée de résine thermoplastique et notamment des moyens de polymérisation in situ sur la machine d'enroulement filamentaire. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Voilà, on sait que ça existe, il y a des gens qui le font déjà. Aujourd'hui, c'est pas des moyens qui sont disponibles chez CMP. Ok. Mais on y travaille. Autre question, lorsque vous parlez de transformation des matériaux thermoplastiques, parlez-vous de mise en œuvre du semi-produit ou d'imprégnation? Là aujourd'hui, du semi-produit. Nous, l'idée, c'est d'approvisionner donc de la mèche TP, thermoplastique, et de transformer. On n'est pas sur la phase nous d'imprégnation. On est vraiment sur la phase de transformation de la fibre imprégnée sur nos réservoirs. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà, nous aujourd'hui, notre métier, nous, c'est de faire des réservoirs. C'est pas d'imprégner la mèche. Ok, alors un dernier là. En discutant avec des ingénieurs de PSA au sein d'une réunion de société professionnelle, la question a été posée de la tenue au crash des réservoirs bobinés stockant de l'hydrogène à 700 bars. Est-ce une vraie limitation? Qui travaille sur ce sujet? Dans le domaine de l'automobile, ça fait partie des spécifications de l'homologation. Alors encore une fois, il y a des gens mieux placés que nous sur ce domaine-là, hein, notamment dans la région de Bordeaux. Il y a un acteur quand même assez important qui s'appelle Stelia Composite, qui a une forte expérience. Aujourd'hui, les certifications automobiles, les homologations, dans la liste des essais nécessaires et suffisants, on retrouve des essais de chute à différentes hauteurs, on retrouve des essais d'impact de pièces, d'impact de balles, différents types de scénarios qui permettent de prendre en compte le crash. Mais c'est une des difficultés aujourd'hui. C'est qu'un avis personnel, mais d'introduire des réservoirs à 700 bars dans des voitures, ça reste à risque. C'est pour ça que l'automobile s'intéresse. Aujourd'hui, il y a d'autres contraintes, comme je disais tout à l'heure, d'isolation thermique. Mais le gros intérêt de stockage des fluides à température cryo, c'est qu'on travaille à des pressions nettement moindres que l'hydrogène gazeux. Qu'à 700 bars, aujourd'hui, les développements se feraient plutôt autour de 60 bars sur de l'hydrogène liquide, avec une performance supérieure à ces pressions-là. Mais sur le gazeux, il y a beaucoup de documentation sur le domaine, mais c'est vrai que c'est un des risques de l'hydrogène gazeux, c'est cette capacité à emporter une bombe dans le coffre de la voiture. Ouais, c'est sûr. En matière de modélisation en éléments finis, vous avez quel taux d'erreur entre les prédictions et les essais après fabrication? Alors, je vais pas vous donner un taux d'erreur comme ça fixe. Je sais juste que l'essai qu'on a fait en environnement cryo a été recalé lors des simulations numériques et on a réussi à recaler nos modèles assez finement. Donc aujourd'hui, c'est de l'intérêt justement des travaux qu'on fait à l'échelle, on descend pas jusqu'à l'échelle méso, mais au moins macro au niveau éprouvette. On a fait une grosse campagne de caractérisation qui nous permet aujourd'hui d'avoir des données relativement robustes dans nos modèles. Aujourd'hui, le plus complexe pour faire la partie modélisation, il y a le modèle en lui-même, les conditions limites et la façon de modéliser le composite, mais c'est surtout d'avoir accès à des données matériaux à ces températures-là. Aujourd'hui, nous, on a des données à moins 160 degrés. Pour attaquer l'hydrogène, il va falloir qu'on arrive à caractériser nos matériaux jusqu'à ces basses températures. En tout cas, sur les domaines d'emploi qu'on a fait aujourd'hui, donc sur stockage d'oxygène liquide, on a une bonne corrélation calcul essai. Ok. Ben là, je n'ai plus de questions. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, merci Jérôme pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, donc en ce moment est affiché à l'écran normalement les coordonnées de CMP Composite, donc mon mail, les contacter. Sur notre site internet il y a l'adresse générale. Sinon, mon adresse mail personnelle c'est jérôme.benabes donc @cmpcomposite.fr. Voilà. Je pense qu'elle était dans l'invitation, oui. Je sais plus, peut-être pas. Sinon sur le site, alors, veuillez nous excuser par avance sur notre site internet qui est pas très très joli, mais vous aurez au moins l'adresse de contact. C'est en cours. Voilà. Ok.
Merci à toutes et à tous pour votre présence. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt pour un prochain Café Techno. Merci Jérôme. Merci à tous. Au revoir.